Sud Radio, Regard de femme. Regard de femme avec Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de femme à Lyon. Bonjour Michèle. Bonjour Philippe, bonjour à Babette, que je ne connaissais pas avant. Et bonjour Babette de Rosière, qu'on connaît bien sur Sud Radio, conseillère régionale d'Île-de-France et restauratrice. Bonjour Babette. Bonjour Philippe, bonjour Michèle, vous allez bien? Bien, merci. Alors on va commencer, ça va mal commencer parce que vous avez toutes les deux un coup de gueule. On va commencer avec vous Michèle, votre coup de gueule porte sur l'eau d'Évian. Oui. La dictature des minorités vociférantes, comme d'habitude, qui repose sur la lâcheté de décideurs. Et mardi, il y a eu un tweet d'Évian France, banal, retweeté « Si vous avez déjà bu 1 litre d'eau aujourd'hui ». Eh bien, certaines personnes, considérant que le monde devait tourner autour de leurs interdits religieux et que nul ne pouvait les ignorer, ont considéré que c'était une provocation islamophobe et, selon les attitudes, parce que c'était le premier jour du Ramadan, bien sûr, tout le monde n'était pas au courant et tout le monde ne pensait pas qu'à ça. Et selon les habitudes de ces groupuscules, on tweetait en rafale et donc dénonçant ce caractère, comme je vous disais, islamophobe, de demander de parler d'eau le premier jour du Ramadan. Quelques heures après, eh bien, c'est la Team Évian, puisque c'est comme ça qu'ils se sont appelés, Évian France répond, non pas pour leur dire que le message publicitaire n'était pas contraignant, ni une obligation impérieuse, mais pour s'excuser platement. Elle était désolée pour la maladresse de ce tweet qui n'appelait à aucune provocation. C'est évident. Eh bien, alors, face à ces protestations très nombreuses, donc de celles et ceux qui jugeaient les excuses du groupe Danone injustifiées et inacceptables, eh bien, le groupe Danone, cette fois-ci, a répondu simplement que la firme Évian était ouverte et inclusive. On peut s'apercevoir d'une part que certaines remarques sont plus prises en compte que d'autres. Et est-ce que pendant le mois de Ramadan, l'ouverture des magasins d'alimentation, ce serait de la provocation? Les commerçants donc devraient s'excuser. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des publicités pour la nourriture? Si vous voulez, pour moi, c'est pas simplement ridicule ou anecdotique, en observant ce qui arrive, en particulier en France, aux enfants qui déjeunent à la cantine scolaire pendant la période du Ramadan. Et puis, il s'agit quand même d'un contrôle religieux de la sphère privée et intime. Et je voudrais juste rappeler que dans un essai que j'avais fait en 2004, donc les islamistes en manœuvre, silence on manipule, je citais la labellisation halal de l'eau d'Évian par la mosquée de Lyon, ce qui lui permettait à la mosquée de percevoir de l'argent qui provenait de la vente d'eau d'Évian en Malaisie. Donc on s'aperçoit que derrière tout ceci, derrière toute cette eau bénite ou non bénite, il y a quand même beaucoup d'argent. Eh bien écoutez, ce n'est pas une grenouille de bénitier, je ne sais pas si elle sert de l'eau d'Évian dans son restaurant qui s'appelle la Case de Babette, mais Babette veut aussi pousser un coup de gueule et là c'est sur la fermeture des restaurants. Ben oui, parce que Philippe, on dit que c'est les restaurants qui généraient les clusters. On a remarqué que c'est faux, puisque ça fait 1 an et demi bientôt que les restaurants sont fermés. Et là, on se rend compte qu'il y a une débandade, un dérapage, des gens qui organisent chez eux, des soirées, etc. Pourquoi le gouvernement ne se pose pas la question pourquoi? Si les restaurants étaient ouverts, parce que nous, on a l'habitude de la discipline, on avait pris déjà des mesures pour respecter les gestes barrières, etc. Si les restaurants étaient ouverts à minima, est-ce que tu crois qu'il y aurait eu ces dérapages? Les gens ont eu besoin d'aller faire en sous-sol, dans les métros, dans les gares, dans les hangars, sur les terrains privés, dans leur appartement, les restaurants clandestins, etc. Eh ben, c'est tout ça qui a généré toute cette débandade que nous avons. Parce qu'on sait très bien, à partir du moment qu'on met des interdictions, les Français aiment braver les interdictions. Ça me fait penser au champ de pommes de terre qu'on avait mis, Parmentier avait installé, en mettant une interdiction de toucher à la pomme de terre. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont volé la pomme de terre et c'est pour ça que nous avons les frites. C'est pour ça que je dis que les restaurants, on doit les considérer autrement. Et lorsque le gouvernement dit qu'on va ouvrir les terrasses, mais ça sert à rien d'ouvrir les terrasses, puisque les restaurants ne travailleront pas. Et même s'ils parlent d'ouverture de terrasse, c'est pas une ouverture de restaurant, puisque une fois que les restaurants vont ouvrir, ils sont actuellement sur perfusion. Les reports de charges échus et à venir, qui c'est qui les paye? Les prêts garantis de l'État, qui c'est qui les paye? Et avec quoi on les paye? Les frais fixes, royaux, etc., avec quoi on les paye? Puisqu'on a perdu un an de chiffre d'affaires. Même si on nous a gardé sous perfusion avec un fonds de soutien. Ça sert à rien tout ça.
on va vers une hécatombe, on va vers une catastrophe et on ne pourra pas se relever. C'est programmer déjà la mort des restaurants. Si le gouvernement ne propose pas quelque chose de cohérent pour accompagner les restaurants post-Covid, eh bien là, on va se retrouver avec au moins 60% de dépôts de bilan. Ce métier va disparaître. Et en plus, quand on parle de restaurants, moi, je ne parle pas de kebab, je parle de vrais restaurants. Oui. J'avais dit à M. Gabriel Attal, avec qui j'avais discuté à propos de ces restaurants, parce qu'il avait une bonne volonté de parler avec nous pour les restaurants. Je lui avais dit qu'il faut faire une classification des restaurants. Il y a un restaurant traditionnel qui véhicule le savoir-faire français, et il y a des restaurants qui sont pas des restaurants en fin de compte. On peut pas dire que les fast-foods, ce sont des restaurants. Il faut laisser la place aux restaurants dont les chefs ont fait des études, ils savent ce que c'est que le bien manger, le bien vivre, l'art de la table à la française. C'est ça qu'il faut sauver. Et là, on est en train de perdre tout ça, d'éclater tout ça et d'exposer tout ça. Voilà. Bien, on ne va pas s'en relever. Mesdames, avant de commencer le débat, on peut dire que on a commencé avec Evian, mais vous n'avez pas mis d'eau dans votre vin pour dire ce que vous aviez à dire. Ah, moi, je pense que les restaurateurs sont à l'agonie. Alors, ils sont touchés de Michel... Ils sont à l'agonie et on les garde sous perfusion. Perfusion, 10 000 euros pour les garder en perfusion. Mais après, quand ils vont ouvrir la terrasse, 0 client, comment ils vont faire? En même temps, vous savez, l'URSSAF fait pas de cadeaux. L'URSSAF, l'État fait pas de cadeaux. Tu verras un peu le nombre de lettres viciées qui vont défiler chez les restaurateurs pour leur demander de payer. Mais Babette, on aime les restaurateurs sur Sud Radio et comme d'habitude, on leur donnera la parole. Alors, mesdames, vous avez décidé de parler du fait, c'est un rapport qui dit qu'une femme sur 2 dans 57 pays est privée du droit à disposer de son corps, Michel Vianès. Oui, un rapport intitulé donc Mon corps m'appartient, qui fait par le Fonds national des Nations Unies pour la population, aborde ce sujet du droit des femmes à disposer de leur propre corps dans les législations nationales. Donc on n'est pas sur des questions de coutume, de famille, de mari, on est sur le gouvernement qui décide ou qui ne décide pas de l'autonomisation des femmes. Alors bien sûr, il y a toutes les violences sexuelles, parce qu'il faut que restreindre le pouvoir et la liberté des femmes de faire des choix concernant leur propre sexualité, sans craindre des violences. Alors il y a les atteintes, le viol, la stérilisation forcée qui concerne les personnes en situation de handicap, les tests de virginité, mutilation sexuelle féminine dont on parle beaucoup en France et qui sont interdits, mais il y a d'autres coutumes joyeuses comme ceci, le gavage des femmes en Mauritanie où on nourrit de manière excessive les femmes pour qu'elles soient très grosses au moment du mariage, puisque c'est ce qui plaît aux hommes, et comme les 10 ou 12 repas de lactés par jour sont assez difficiles à avaler. Donc maintenant, elles en sont à prendre des produits de substitution, qui sont extrêmement dangereux, avec à base de cortisone, donc pour les faire enfler. Vous avez au Cameroun le repassage des seins des adolescentes pour qu'elles ne tentent pas les hommes et qu'on ne les passe pas au mariage, etc. Mais il y a aussi toute une autre famille d'interdictions d'autonomie et qui concerne, par exemple, il y a 30 pays dans le monde qui interdisent, où il y a des restrictions pour les femmes à se déplacer. Donc, toutes ces femmes où elles ne peuvent pas sortir tête nue, ou le voilement obligatoire, des hijabs et d'autres tenues qui entravent leur liberté, où elles ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas accompagnées d'un homme ou d'un enfant. Ça peut être leur fils. Donc vous voyez à peu près comment ça se pose. Et donc cette privation d'autonomie des femmes, ça constitue une violation fondamentale des droits des femmes et des filles, ce qui renforce les inégalités, qui perpétue la violence et qui donc fait que dans l'état dans lequel se trouve un grand nombre de femmes dans le monde, et les mariages, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, et je termine là-dessus, mariages forcés et précoces, et dans des crises économiques comme celle que nous avons vécue avec le Covid, il y a une flambée, mais je dis bien une flambée dramatique des mariages d'enfants dans énormément de pays dans le monde. Babette de Rosières, vous avez écouté Michel Vianès, vous avez l'impression, quand vous l'entendez, je vous donne la parole de suite, de vivre en 2021 quand vous entendez ça? Ah ben ça m'éboit mon temps, parce que les droits des femmes, c'est un combat universel déjà pour commencer. Ça concerne toutes les femmes du monde entier. Je ne comprends pas comment on peut pas leur donner leur liberté. C'est simple. Une femme,
qu'on traite, qu'on maltraite, qu'on considère comme inférieures pour des questions culturelles, de traditions, de convictions religieuses. Moi, je mets ça sous le compte d'un crime parce que c'est vraiment un crime qu'on fait contre les femmes. Et pour moi, je peux qualifier ça aussi jusqu'à dire que c'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas se permettre de traiter les femmes comme ça. Et d'ailleurs, en France, en ce moment, dans ce pays, en 2021, on discute, on parle de PMA pour toutes les femmes. On parle de PMA et il y a 57 pays particulièrement choquants où on parle de femmes qui sont traitées comme ça. Je ne comprends pas. Il faut vraiment trouver une évolution. Il faut vraiment aider ces femmes qui sont en détresse parce que je pense que si nous, les femmes de France, on avait à subir ça, je ne sais pas comment on réagirait. Mais est-ce que vous croyez pas, Michel et Babette, rapidement chacune, que quelque part on a l'impression que des drames comme les mariages forcés, l'excision, etc., ça existait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans et que ça existera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, Michel Vianès? Alors, les études qui sont faites très précisément sur ces questions de mutilation sexuelle forcée, donc c'est ce qu'on appelle une tradition néfaste. Donc, il faut appeler les choses particulièrement néfaste. Voilà, exactement. Donc, les mutilations sexuelles, eh bien, alors, c'est vrai qu'il y a par l'éducation, et c'est là où je voulais venir, par l'éducation, on arrive à faire que ces traditions diminuent. Et par l'éducation et par la loi. C'est la loi qui permet, dans un grand nombre de pays, c'est interdit, mais au Mali, par exemple, ce n'est toujours pas interdit. Et donc, et là, on s'aperçoit qu'en effet, il y aurait une diminution des pourcentages, mais comme la population est beaucoup plus nombreuse, en nombre de femmes et de filles, puisque ce sont des gamines qu'on mutile, et petites filles, le nombre de femmes et de filles mutilées, et ça se passe aussi en France, le nombre de femmes et de filles mutilées est plus nombreux. Et c'est là où ça rend assez pessimiste sur la suite. Malgré tous les combats que nous menons ici et dans le monde. Et je pense à des pays comme le Mali, le Niger, le Sénégal, qui nous paraissent, surtout le Sénégal, qui paraît quand même avoir, beaucoup plus évolué pour les droits des femmes, avec par exemple une loi sur la parité politique extrêmement importante. Oui. Eh bien, on s'aperçoit que moins de 10% de femmes peuvent prendre des décisions autonomes. Et ça, c'est quand même énorme. C'est totalement fou. Merci à vous deux, Michel Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes à Lyon, Babette de Rosière, conseillère régionale d'Île-de-France et restauratrice, et on soutient nos restaurateurs. Je vous embrasse toutes les deux. Dans quelques instants, le journal des sports avec Gaspard de Vaubicourt. Restez bien avec nous sur Sud Radio.